Yes YouTube, ici c'est Serge Kilembe du jctune.com et donc bienvenue sur notre canal YouTube public le JCTune TV et donc ici j'en profite pour faire une dernière vidéo en communauté donc avec vous tous et partager un moment spécial vu que là l'année touche à sa fin. C'était une année qui était très difficile au niveau psychologique, je pense que tout le monde sait pourquoi. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché le JCTune de faire de la performance et de délivrer, on va dire, tous ses services, de se maintenir au top et de générer de la performance. Donc on va voir tout ça ici. Et en même temps, on va en profiter pour faire une rétrospective des marchés et perspectives et voir tout ce qui pourrait se passer en 2021. Donc encore une fois, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde se porte super bien. Et donc là, on y va. Et on va passer en revue pas mal de choses. Donc là, c'est notre VIP, donc Vision, Insights and Perspective, au 15 décembre 2020. Donc là, c'est parti. Regardons ce qui se passe. Numéro un, on va parler de quelques points. Donc quelques points clés. Donc voilà, je vais me mettre là, comme ça on se voit bien. Et le premier point, c'est quoi? BTC et le stock market sont au ATH. Donc on a vu le Nasdaq générer des nouveaux hauts. Donc n'oubliez pas, hein, le mois de février, on avait atteint certains niveaux. Donc là, c'était ce fameux bull market de près de 11 ans, donc de 2009 à 2020. On commençait déjà à avoir des signes avant-coureurs, comme quand on arrivait en fin de business cycle. On a vu les banques centrales aider un maximum, des marchés super hauts, des évaluations super hautes, pas mal de tensions au niveau mondial. On se dit, tiens, l'économie était en grande expansion, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça n'a pas empêché, on va dire, le stock market d'un autre côté d'être super haut, ensuite de toucher un bas. Le BTC, durant le même moment, rappelez-vous, en juillet 2019, le BTC avait atteint les 14 000, le gold avait atteint les 1400 $ l'once Troy, et si vous vous souvenez bien, c'était des problèmes, tensions géopolitiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine. Voilà en gros ce qui se passait à l'été 2019. Décembre, janvier, donc décembre 2019, janvier 2020, problème, États-Unis, Iran, et encore une fois, on a commencé à avoir une légère hausse des marchés. Haut de l'année 2020, c'était février 2020, et ensuite, catapoum, le méga crack, tout a chuté, donc la BTC, stock market et tout cela. Et depuis lors, il y a eu pas mal de reprises, et maintenant, est-on déjà dans un nouveau bull market? Il y a pas mal de points qui nous font penser que oui. Rappelez-vous qu'un bull market, le point d'inception d'un bull market, c'est dans un bear market. Donc vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009 et remarquer ce qui se passe. Ce n'est qu'une fois qu'on est ultra bien avancé dans le bull market, qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai, au fait, on était dans un bull market. Parce que tant qu'on est bas et qu'on tente de se récupérer, les avis divergent. Et pas mal de personnes ont toujours ce côté crainte. Hein. Tiens, est-ce qu'on va vraiment repartir? Est-ce qu'on est vraiment sur le point d'exploser, etc. Et clairement, c'est un sentiment qui est légitime, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et certaines personnes ne se focalisent que sur certaines choses et ne voient pas, on va dire, le grand spectre, hein, donc l'aspect macro. Donc ici, on va tenter de ne pas faire les mêmes erreurs, vu qu'en gros c'est ça, hein, ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avant, tenter d'apprendre, continuer à évoluer, rester flexible, gérer notre risque et prendre part aux opportunités. Donc on voit que le BTC et le stock market sont au ATH, donc je parle de Nasdaq, et on va dire le S&P, Dow Jones, sont dans les régions clés, hein, super hautes, donc Dow Jones c'est les 36 000 points, d'autres places boursières dans le monde comme le Shanghai Composite ont pu pulvériser ces hauts, etc. Donc là c'est pas mal. BTC, bien évidemment, on est revenu au haut de 2017, de décembre 2017. On a réussi à pulvériser cela timidement de 200-300 $. Donc on parle de 19 400, 500, maintenant faire 19 700, 800. Donc on peut arrondir aux 20 000, on y est. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec cela, on doit prendre en compte l'aspect macro et on commence par un actif macro par excellence, c'est le DXY. Donc c'est l'indice du dollar. On voit que le DXY USD Index a connu une année baissière. Donc là, on était super haut. Il y a quelques temps, on était à 102, 103, 104 points. Et depuis lors, il ne cesse de baisser. Maintenant, on a vu atteindre un support des 90 et on pense qu'il pourra aller plus bas. Donc clairement, il y a un chassé-croisé qui se fait. Les marchés sont hauts, donc actifs à rente variable qui sont hauts. Et clairement, le dollar qui baisse. Donc clairement, on a compris qu'un dollar baissier, c'est ultra bon pour ce genre d'actifs. Donc là, c'est un point clé. Ensuite, les politiques monétaires des banques centrales du G4 et G10. Donc là, les G4, ce sont les banques centrales principales, hein, donc la Fed, la BCE, la BOE, Bank of England et BOJ. Donc ce sont les banques centrales clés. Pourquoi? Parce que leurs monnaies sont les plus utilisées au niveau mondial, dans tout ce qui est commerce mondial. Et G10, vous prenez les pays les plus importants et leurs monnaies. Et clairement, les politiques de cette banque centrale, on a vu que c'était des politiques accommodatives. Donc clairement, c'est quoi? C'est tout ce côté QE.
Donc, quantitative easing, assouplissement quantitatif, donc maintenir les taux d'intérêt super bas pour restimuler l'économie et en même temps, bah, tiens, permettre tout ce que l'on voit. Donc, déjà ça, avec un dollar qui est faible, des politiques monétaires, on va dire, qui injectent de la liquidité, programme de rachat de bons, etc., on voit que les banques centrales supportent les marchés et les banques centrales marquent le pas. Et bien évidemment, elles sont aidées par les gouvernements et vu ce qui se passe, clairement, on a besoin de restimuler l'économie. Et donc ce genre de choses, c'est super, super intéressant et super important. Donc là, déjà, ce sont nos points clés. Donc ces points clés, ben, on comprend pourquoi est-ce que le BTC est haut et pourquoi est-ce que le stock market est super haut. Et en 2021, on s'attend à ce que cela continue. Donc ça, c'est notre premier point d'introduction. Deuxième point, maintenant, spécifiquement pour les marchés crypto, ben, quelles sont les perspectives pour le crypto market en 2021? Ben, est-ce qu'il y aura des nouveaux ATH pour le BTC? Au sein du Jesse Stream, il y a quoi, une semaine ou quelques jours, on a décortiqué un rapport de Bloomberg Intel et où le senior community stratégiste, donc Mike McGlone, parlait des niveaux clés pour le BTC. Donc il voyait les 10 000 dollars comme support et les 50 000 probables résistances. Donc là, on verra comment ça va se jouer. Mais une chose est sûre, c'est que la volatilité sera au rendez-vous. Vu qu'avec des marchés super hauts, c'est pas maintenant que le BTC peut faire un bond et atteindre ces niveaux super hauts. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Vous n'avez qu'à parcourir le web, vous allez voir, bah tiens, il y a des évaluations, même pas des évaluations, des price targets pour le BTC qui sont les unes plus folles que les autres. On parle de 100 000 ici, 200 000 là, 500 000 là, 10 000 là. Ok, c'est pas mal, mais bon, voilà. Tant qu'on est du bon côté du trade, tant mieux. Ouais, pour quelqu'un qui est rentré dans le BTC à 1 dollar, ou à 2 dollars, ou à 3 dollars, ou à 500 dollars, il s'en fout complètement d'où va aller le BTC. Tout simplement, c'est quoi? C'est est-ce que vous allez pouvoir encaisser la volatilité et bien évidemment bah, prendre part au marché au moment opportun. Donc clairement, bah, être du bon côté du trade, c'est tout ce qui compte. Donc là, pour continuer avec les perspectives du BTC en 2021, donc on parlait de nouvelles ATH, donc on verra ce qui se passe. Maintenant, on a déjà généré un nouveau historique. Maintenant, bah quoi, est-ce qu'on va vivre, je dirais quoi, est-ce qu'on va corriger? On a déjà une correction, donc de 20 000 à 18 000, ça fait 10%. Donc correction, c'est de moins 0 à moins 10%. Maintenant, bah, tiens, est-ce qu'on peut plonger plus bas? Donc support des 16 000, support des 14 000, support des 12 000 et support des 10 000, rebondir et repartir et pourquoi pas plus bas. Rappelez-vous que tout est possible et nous, on vit avec ce genre de scénario au quotidien et on doit gérer nos positions par rapport à cela. Ensuite, ben, quels sont les points positifs? On a la demande institutionnelle. On avait vu ça lors de notre dernier VIP. On avait vu tout ce qui se passait au niveau de PayPal, Square, MicroStrategy et les grands investisseurs institutionnels, donc les hedge funds, mutual funds, tout le monde qui commence à parler du BTC, Ray Dalio qui parle du BTC et tout ça. Donc juste ça, bah, c'est bon. Vous voyez que pendant les macro-traders et tout ça, tout le monde est aware du BTC, tout le monde bah, tient en vente les mérites et on va dire les qualités et les propriétés du BTC comme le gold, un actif rare, etc., anti-inflation et d'évaluation du dollar et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est pas mal. Donc la demande institutionnelle, on sait qu'elle est là. Et il y a le boom des services, comme on a déjà dit, PayPal et Square. Donc là, c'est super, super important. Et avec PayPal et Square, surtout avec PayPal, on a quoi? On a l'adoption de masse. Vu que eux, ils ont des meilleures plateformes, donc une meilleure UX, donc User Experience, donc expérience utilisateur, et UI, donc User Interface, donc une meilleure interface utilisateur, vu que PayPal, c'est très facile à utiliser. Alors maintenant, imaginez-vous si on intègre le BTC dedans, acheter, vendre, transférer, enfin, c'est acheter, vendre et faire du holding et payer avec le BTC. Donc ça va être très simple à faire. Donc là, bien plus simple que d'autres wallets ultra compliqués, etc. Donc là, c'est un méga plus et on verra comment le tout va continuer à évoluer au courant 2021 et au-delà. Donc clairement, ça peut être la décennie, on va dire, des actifs crypto, mais spécifiquement en termes de monnaie numérique, c'est plutôt BTC. N'oubliez pas qu'avec PayPal, il y a BTC qui est inclus, il y a le Litecoin qui est inclus, il y a Ethereum qui est inclus et le BCH qui est inclus. Donc vous avez vu qu'il n'y a que Bitcoin qui accapare tous les feux des projecteurs, qui est sur toutes les langues et toutes les bouches. Et clairement, bah, Bitcoin monte et surtout, bah, vu son prix, il atteint encore une fois les 20 000. Ensuite, au niveau des altcoins, on pense directement à quoi? Bon, on pense directement à Ethereum. On se dit, bah, tiens, est-ce qu'on aura la continuité de la recherche et développement pour Ethereum maintenant qu'on a atteint la phase 2.0, donc la fameuse Beacon Chain. Donc on va vous épargner tout le côté technique. Donc voilà, c'est l'avancement pour passer d'une blockchain proof of work à une proof of stake. Donc là, c'était très attendu. Maintenant, ça y est, ça a été amorcé. Maintenant, bah, tiens, il faut la continuité. Donc ça aussi, ça va générer de l'engouement. Donc bah, tiens, vous avez remarqué une chose. BTC a atteint des hauts historiques. La market cap global crypto était dans la région des 500 milliards, 530, 550, on va dire légèrement sur les 600 milliards. Mais on se rend compte d'une chose, il manquait la participation des autres cryptos. En décembre 2017, lorsque le BTC avait atteint, bah, on va dire qu'il avait flirté avec les 20 000, on avait le F qui était au 1400, on avait tel crypto qui était super haute, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc la market cap est très loin. Donc la market cap avait atteint pratiquement 900 milliards.
Okay, donc là, vous voyez qu'on est très 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 loin de cela. Donc il manque la performance des altcoins. Et là, on n'a pas vu cela. On a vu un soupçon de rally aussi pour les altcoins, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc Ethereum au niveau des 600 dollars et tout ça. Et le Spark, le airdrop de Spark, donc le Flare Network, ce fork du XRP, voilà, ça a généré pas mal de choses. XRP aussi a décollé des 30 cents pour atteindre quoi, les 70 et des poussières. Mais voilà, rien de plus. Ouais, donc tout ça, c'est ça. Et d'un autre côté, on avait le DeFi. Donc maintenant, DeFi a généré son boom bust, donc un peu comme les ICO, mais les DeFi, vous voyez qu'il y a de la substance. Et maintenant, on se dit, bah, tiens, est-ce que le DeFi, bah, tiens, on va rester là, mais maintenant, est-ce qu'on va vraiment avoir le vrai visage du DeFi, donc le côté utilité? Et pour le moment, on n'a que le côté spéculation. Parce que rappelez-vous que DeFi, ça porte un autre nom, c'est Open Finance. Et clairement, c'est quoi? Bah, c'est apporter des services financiers aux populations mal desservies. Mal desservies, ça veut dire quoi? Qui n'ont pas accès aux services financiers. Et là, on pense aux pays émergents, donc le sud-est asiatique, certains pays africains, certains pays latino-américains, et on pense à cela. Donc j'ai un dispositif électronique, j'ai une application et je peux contracter un microcrédit et sans avoir besoin d'être client de Société Générale, Santander ou JP Morgan. Donc voilà en gros ce qui doit être fait. Mais vous voyez que maintenant on est très 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 loin de cela. On n'est que dans l'aspect, on va dire, spéculation. Donc oui, j'ai tradé, j'ai pris ça, j'ai fait X% de retour et ça y est. Donc clairement, ce n'est pas, on va dire, la vraie proposition de valeur du DeFi, donc on n'a encore rien vu, entre parenthèses. Maintenant, c'est l'innovation, l'infrastructure est en train de se mettre sur pied, on verra ce que ça va donner. Donc maintenant, pour prendre cela en parallèle avec Ethereum 2.0, vu qu'Ethereum, maintenant avec le Proof of Stake et tout ça, ça va être beaucoup plus rapide en théorie. Maintenant, il faut voir en pratique quand est-ce que ça va être fait. Et comme ils l'ont dit, hein, donc les développeurs et les chercheurs, tout ça, ils disent qu'il y aura beaucoup de phases et ça va demander beaucoup de travail. Bah, est-ce que ça va être un boom pour le DeFi? En théorie, oui, mais on verra ce que ça va donner. Et ensuite, bah, la troisième crypto-clé, bah, c'est le XRP. Est-ce qu'il va être up ou down? Donc clairement, il était aux 30 cents. Il est monté super haut. C'était le 12 décembre, hein, le snapshot de la blockchain pour voir qui avait quoi en termes de jetons XRP et savoir à qui on va donner X nombre de jetons Spark. Ça y est, c'est fait. Maintenant quoi? Si vous suivez bien le projet, vous avez vu que le PDG et le chairman, donc Chris Larsen, chairman et PDG, Brad Garlinghouse, se sont plaints du cadre régulateur dans lequel ils ont dû évoluer aux États-Unis. Ils n'ont pas pu achever le nombre clé de clients que eux aimeraient avoir atteint pour l'année 2020. Et ils parlaient, bah, tiens, bah, d'aller ailleurs. Donc de déplacer la compagnie dans une autre juridiction. Donc de quitter Silicon Valley, de quitter le Delaware, là où la compagnie est enregistrée, et de bouger ailleurs. Donc on parle de la compagnie Ripple et clairement bah, bouger vers le Japon, Londres, Singapour ou une autre région, où clairement bah, le cadre régulateur serait bien plus favorable. Parce que comme ils le disent, ça les a freinés énormément. Donc la performance du jeton XRP, c'était pas trop ça. Donc tout ça aussi, il faut prendre ça en compte et on verra comment ça va évoluer en 2021. Et on poursuit maintenant, on va dire un cadre beaucoup plus, on va dire corporate et gouvernement et banque centrale, bah, les CBDC. Donc CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Donc ce sont les actifs, enfin les monnaies digitales des banques centrales. Donc clairement, bah, le remplacement du fiat. Donc tout ce côté cashless. Et donc là, ça, comment ça va évoluer, vu qu'on en parle pas mal. Et la régulation aussi. Donc ça a déjà commencé. Hein. On voit qu'il y a pas mal de banques qui commencent à donner des services crypto, détenir des cryptos, faire ceci, faire cela. Et c'est assez intéressant aux États-Unis, tout comme en Europe et un peu partout dans le monde. Et maintenant, bah, qu'on a aujourd'hui le 14, enfin hier, le 14 décembre, il y a le collège électoral qui, aux États-Unis qui devait se prononcer, enfin les collèges électoraux, se prononcer pour donner leur verdict final concernant, on va dire, les présidentielles aux États-Unis. Et c'est clair et net, ben voilà, Biden, bah, c'est lui qui va être à la Maison-Blanche. Maintenant, il n'y a plus de doute par rapport à cela. Donc au 21 janvier 2021, il y aura un nouveau président, changement d'administration. Et donc ça veut dire quoi maintenant pour les cryptos et spécifiquement aux États-Unis, vu qu'on s'attend clairement à ce que le boom vienne de là-bas en termes d'adoption des cryptos, etc. Et l'Europe suivra. Donc l'Europe, c'est déjà là, mais on va voir ce qui va se passer. Et d'un autre côté, ben maintenant qu'il est là, qu'est-ce qui va se passer avec la tech war, donc la guerre tech, guerre technologique, guerre froide technologique, comme il le dit si bien, entre les États-Unis et la Chine, vu que tout ça, ben, il y a la blockchain, la IA et d'autres technologies, l'IoT, 5G, etc. Donc ça veut dire quoi tout ça et on va aller où avec tout ça, ça va donner quoi? Donc ça va être super intéressant et dedans, ben, les cryptos et les CBDC. Donc ça va être super intéressant. Ce sont des points clés qui ont été mis en avant par les dirigeants de Ripple et ils le disent très souvent, ben voilà, hein, on est en train de perdre cette guerre, il faut qu'on reste compétitif. Donc on verra ce que ça va donner. Donc voilà en gros les points clés pour 2021. Maintenant, ben, poursuivons. Attendez, je pense qu'on a passé un slide. Non, on n'a pas passé de slides, mais on va regarder un peu ce qui se passe. Et on va d'abord commencer par l'aspect macro. Voilà, je pensais que je m'étais trompé, mais non. Donc ici à l'écran, on a pas mal de choses, et des choses qui sont assez intéressantes. Donc on va prendre le temps à regarder ce qui se passe.
On a un graphique, on va dire, linéaire, c'est pas à l'échelle logarithmique, donc on voit clairement les prix. Donc en bleu rempli et coloré, ben, c'est le BTC. Donc vous voyez clairement le niveau des 19 000. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. Comme ça, on va suivre. Donc là, numéro 1, décembre 2017, on a atteint nos hauts, donc les 20K, donc les 20 000. Et deuxième fois, on y est. Là, on a notre séquence pour voir les retracements. Donc la séquence part des 20 000 et les bas qu'on avait atteint en Q4 2018, c'est très important. C'est le niveau des 3200. Et là, au mois de mars, on avait atteint les 4000 plus ou moins. Ça, c'est les prix qui nous viennent de Bitfinex. On a un graphique weekly. Et avec là, on a différents points de retracement qui seraient des points, des points potentiels, comme on va dire support. Hein. Donc on a les 10 000, on a les 12 000 plus ou moins. Donc on a la région des 14 000 et les 16 000. Voilà ce que l'on a. D'un autre côté à l'écran, il y a des éléments macro qui sont très importants. Donc là, on va mettre sur, on va, comment dirais-je, pouvoir visualiser ce que j'étais en train de commenter dans les slides précédents. Donc on a le BTC, comme on a vu, qui est là. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le ACWI, c'est l'ETF du stock market mondial. C'est un ETF, donc c'est un fonds qui comprend quoi, plus de 2000 compagnies, et ce sont toutes les plus grandes compagnies dans le monde. Donc les Apple, Alibaba, Amazon, tout ce que vous voulez, tout est repris dedans. Donc là, ça nous donne une idée de ce qui se passe au niveau du stock market mondial. Comme on le voit depuis les bas du mois de mars, donc là c'est les pics hauts du mois de février, bas du mois de mars, tout a chuté, et le ACWI est haussier, BTC haussier. Quelle était la condition par rapport à cela? En vert, vous avez le Dixie, donc c'est l'indice du dollar. Vous voyez ici 90, comme je le disais au début, on venait des 100 et 3, et vous voyez comme on a chuté. Donc on remarque clairement qu'il y a un beau chassé croisé. Donc dollar fort, c'était pas trop ça pour les actifs à rente variable. Dollar chute énormément, le stock market mondial monte, BTC monte. Ce que vous voyez en jaune, c'est la moyenne de 4 ans, donc 208 semaines pour le BTC. Donc clairement, ça aussi, c'est un excellent support. Donc clairement, vous voyez que si elle continue, on pourrait voir le BTC toucher cela et continuer à être haussier. Donc c'est assez intéressant, la zone des 10 000, ça rejoint ce que disait Bloomberg Intelligence dans leur rapport. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a en mauve? On a les taux d'intérêt de la Banque centrale. Et ça, c'est très, très, très important de comprendre cela. Donc je vais me rebouger. Non, ça va, je pense qu'on voit. Yes, on voit bien. Et vous voyez qu'à un moment donné, donc là on était en 2016-2017, les taux étaient super super bas. Vous avez vu comment les taux ont été en train de grimper, donc partir de 0% pour monter à 2,50. Donc le 0%, c'est les bas qu'on avait atteints lorsqu'il y avait l'ancienne crise, donc la crise financière mondiale de 2008-2009, et les taux ont été rabaissés énormément pour restimuler l'économie et qu'on puisse repartir. Au fur et à mesure, donc on a eu la transition de M. Ben Bernanke à Mme Janet Yellen, elle a commencé à monter les taux d'intérêt, fin du deuxième terme du président Obama et avec l'entrée du président Trump qui est entré ici en janvier 2017 à la Maison Blanche et les taux d'intérêt sont en train de monter petit à petit. Vous vous rendez compte que lorsqu'il y a un méga bond dans la hausse des taux d'intérêt, ça c'était le premier point qui a déclenché la méga chute, on va dire, du crypto market. Vous le voyez là, le crypto market et donc le BTC et tout le crypto market et le dollar ont chuté. Ensuite, qu'est-ce que l'on a avec le stock market était légèrement perturbé, on va dire Q1, premier semestre 2018, mais il s'est maintenu. Les taux d'intérêt ont continué à monter, mais regardez bien, lorsque les taux d'intérêt ont atteint un pic, donc la région des 2,50 plus ou moins, ça c'était le fond du crypto market. Le crypto market a touché, enfin le BTC a touché sa moyenne de, on va dire, de 4 ans. Et il y a eu la méga chute, rappelez-vous, en novembre 2018, où tout a chuté. Donc Ethereum avait un problème. On a vu le fork du BCH qui a lancé le BSV. Et d'un autre côté, vous voyez que le stock market aussi a chuté. Et il y a aussi pas mal de problèmes États-Unis-Chine. Et donc clairement, avec là, les taux d'intérêt ne montent plus. Le stock market se reprend, le crypto market se reprend. Et maintenant, avec ce qui s'est passé déjà au Q4 2019, il y a eu beaucoup de pression exercée par la Maison Blanche sur la Fed pour baisser les taux d'intérêt pour X raisons. Mais clairement, ça on va dire, ça a été validé et ça a été accepté. Et vraiment, la Fed a agi violemment et très rapidement en 2020 avec le gros problème de la pandémie. On voit comment on est passé de pratiquement 1,5% au niveau des Fed Fund Rate et chuté au 0. Donc on est dans une tranche de 0 à 0,25, donc 25 points base. Voilà en gros ce qu'il y a. Et vous voyez que ce taux d'intérêt ultra bas, ça a aidé et le BTC et le stock market mondial et ça a maintenu le dollar bas. Donc là, lorsque vous avez entendu les différents commentaires énoncés par le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor,
Il dit qu'il préfère maintenir du BTC que de maintenir du dollar. Vous avez entendu les commentaires de Tudor Jones, de Jim Simmons, de Drunken Miller, les commentaires de qui vous voulez, voilà, tout le monde, tous les macro-traders, même Scaramucci qui veut rentrer dedans et tout ça, pas mal d'autres personnes, Raoul parle et tout ça, tout le monde qui parle, oui, le dollar, ceci, cela, c'est faible, BTC, la hausse asymétrique, etc. Bah, vous le comprenez, au niveau macro, c'est là. Donc maintenant, rappelez-vous, notre but à nous, c'est quoi? Bah, c'est clairement qu'est-ce qui va se passer en 2021. Donc par rapport à cela, on doit penser macro et comprendre ce qui se passe, vu que maintenant le BTC a été adopté et accepté dans la famille des actifs macro. Donc clairement, quand on est en macro, c'est les fondamentaux, c'est les banques centrales, c'est ceci, c'est cela, et c'est les données économiques et comment est-ce que les acteurs principaux du marché, donc ceux qui font bouger le marché, pas ceux qui blablatent le marché, mais ceux qui font réellement bouger le marché à coups de trilliards de dollars, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont positionnés, et par rapport à cela, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui génèrent des vagues, donc c'est eux qui génèrent des mouvements. Oui. Et donc là, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme on le voit ici, avec un simple indicateur stochastique, on voit que le BTC est en surévaluation, donc surévaluation, et le stock market aussi. Et vous avez bien vu ce qui arrive lorsqu'on est en surévaluation après X temps, vu que rappelez-vous, ça ne veut rien dire, on peut rester en surévaluation pendant très longtemps, comme c'était le cas là, et ici, très rapidement atteindre la surévaluation et chuter. Donc clairement maintenant, point d'interrogation ici. Et c'est ça maintenant notre travail, c'est là que tout commence, prendre position. Ok. Donc voilà l'aspect macro. Et poursuivons, regardons quelques points clés. Qu'est-ce qui s'est passé avec quelques cryptos? Et on regarde un peu ce qui se passe. Alors ici, on a le top 17 selon Messari. Et on voit que dans les dernières 24 heures, voilà, c'est du flats positif. La market cap globale, c'est 562 milliards. Donc notez bien ce que je disais au début. On a un BTC qui a pulvérisé son record, donc proche des 20 000. Et on a une market cap crypto qui était sous les 600 milliards. Alors qu'avant, on va dire en décembre 2017, tout était bien plus haut. Vous voyez que le TH n'est pas assez plus haut, l'XRP n'est pas assez plus haut, Litecoin n'est pas assez plus haut, BCH n'est pas assez plus haut. Bon, Link, je ne pense pas que c'était là à cette époque-là. ADA non plus, c'était sur le point d'être lancé. Bon, le DOTS, tout ça, non. BNB, tout ça, je crois que ça a commencé, mais bon, BNB a touché ses hauts dernièrement. C'était en 2019. BSV n'était pas là. Stellar était là, Monero était là, mais on voit que le USDT, toutes ces cryptos sont très très loin de leur ATH. Donc clairement, BTC a fait sa part, mais maintenant il faut les altcoins. Maintenant les altcoins, c'est une toute autre histoire. Vous avez vu que les altcoins en termes d'actifs numériques, la plupart sont des plateformes et d'autres sont des stablecoins, et c'est pas du tout la même utilité que le BTC. C'est BTC maintenant qui est l'actif, qui est sur toutes les lèvres des institutions. Donc c'est très important. Les institutions, ce sont eux qui ont des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars et des trilliards de dollars. Eux, ils les ont. Et eux, ils regardent BTC. Ils n'ont pas parlé de Monero, de je ne sais quoi. Quoique, on ne sait pas ce qui se passe, mais en gros, l'actif qui est ultra médiatisé, c'est le Bitcoin. Donc clairement, c'est le seul à monter, mais les autres, il manque pas mal. Ethereum fait sa part avec Ethereum 2.0, mais c'est une longue phase, hein, c'est 2 ans, 2 ans et demi minimum. Donc clairement, il y a encore la blockchain Proof of Work qui sera là. Et en parallèle, on a la Beacon Chain qui est la chaîne, on va dire, Proof of Stake. Donc il faudra encore pas mal de temps par rapport à cela. Si on veut regarder un peu ce qui se passe au niveau des performances, on constate une chose, on va prendre le year to date. L'année était bien, en moyenne 200%, BTC 170% plus ou moins, Ethereum 350%, donc là c'est du moins dans les cryptos du top 17. On a quoi? NEM avec le lancement de Symbol qui cartonne, hein, près de 640%. Et ensuite on a qui? On a Link, excellent, Jouton aussi avec 600%. Et le ADA de Cardano plus 373% et le Stellar avec non loin des 280%. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater pour ces jetons-là. Maintenant, rappelez-vous, une année n'est pas une autre. On verra ce qui va se passer maintenant en 2021. Maintenant, laissons les cryptos de côté, parlons un peu du JC-Twim. Et on va commencer par nos fameux rapports VAM. Donc là sont nos rapports donc, Virtual Autonomous Asset Management. Et ici, clairement, sont des idées que l'on génère de manière indépendante. On met en avant une thèse. Donc vous avez vu que chaque trimestre, je viens toujours ici devant vous au canal YouTube JCTube TV pour parler, annoncer que tiens, il y a tel rapport qui est sorti. On a un thème, on a notre rétrospective et notre perspective et clairement le rapport est publié. Donc il y a une historique et donc clairement le rapport il est fait d'une certaine manière, on suit un système, un certain modus operandi qui nous permet de détecter des opportunités et stratégiquement de prendre part à cela. Et ici, on a les performances. Donc, de tous les rapports qu'on a lancés depuis le début, il y en a 6. Donc, le 6e a été lancé en novembre 2020. On a fait un compte. Et le compte SIA, c'est quoi? Vu qu'on a pas mal de stratégies, des points stratégiques d'entrée, j'ai fait quelque chose, on a pris le plus mauvais point d'entrée et on a fait une moyenne. On se dit, tiens, en prenant le plus mauvais point d'entrée qu'on a dans nos rapports, ça donnerait quoi?
Et ben, au total, nos 6 rapports ont une performance de 137,137,35% au 15 décembre. Donc là, c'est en prenant le plus mauvais point d'entrée. Un exemple, un actif était à 20 $, on prend le prix de 20 $. Donc le jour où le rapport est publié, ben voilà, c'était le prix le plus haut, c'est 20 $. Mais nous, notre but, c'est de tirer avantage des prix qui sont plus bas, donc jouer avec la volatilité, le capter bien plus bas et profiter de la hausse. Un exemple, c'est comme le BTC. BTC est à 20 000, il a chuté aux 3 000, je rentre à 3 000. De 20 000 à 20 000, ben, je suis flat, ça fait 0%. Mais si j'arrive à 3 000, de 3 000 à 9 000, ça fait 100%. De 9 000 à 12 000, ça fait 200%, etc. Donc c'est comme ça qu'on maximise et je peux faire la moyenne entre tous les différents points d'entrée que j'ai. Et nous, on a pris le plus mauvais point d'entrée, voilà ce qu'on a. Donc on a pris ça pour, enfin, c'est ce que j'ai fait pour tous les rapports que l'on a publiés. Donc ça, c'est la moyenne, ce que ça donne. Donc, ouais, donc c'est super, super intéressant. Et comme je dis, ben, comment dirais-je, notre méthodologie et la manière dont on opère et le système, et il est disponible, on décortique le tout dans nos rapports. Et donc là, il y a une vidéo spécifique qui a été mise sur notre page web. Vous pouvez aller et regarder bah, tiens, ce qu'on fait, comment on fait, donc quel est ce travail de recherche qui est fait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tel actif. Il y a une thèse. Et avec cette thèse, ensuite, bah, tiens, l'actif, comment est-ce qu'on pense rentrer dedans de manière stratégique et maximiser les gains parce qu'on analyse les fondamentaux de la compagnie avec tout ce qui se passe au niveau macro. On se dit, bah, tiens, cette compagnie peut donner ça. Et donc là, dans X temps, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, nos performances au 15 décembre, les performances des 6 rapports, c'est 137,35%. Premier rapport, le VAM1, le thème c'était Cash les sociétés, donc c'était lancé en juin 2019, et donc là c'est là aussi qu'on a lancé le service VAM. Au total, ben, ça a fait un peu moins de 50%. Et au total, dans tous les rapports, on a quoi 39 actifs qui sont gérés, donc qui sont inclus au niveau des idées, et bien évidemment il y a du rouge, mais les entités qui sont dans le rouge, bah, clairement, sur rouge, vous voyez qu'on ne le sent pas. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un portefeuille, il y a 4, 5, 6, 7, 10 actifs. 3 sont en rouge, vous voyez, 10 actifs, 3 en rouge, 7 dans le vert, bah, ça fait 70% de gains. Et clairement, bah, en maximisant au maximum les points d'entrée, bah, clairement, on est dans le vert. Et en gros, c'est ça. Ici, on est dans la gestion de portefeuille, on n'est pas dans la spéculation. Donc, c'est du capital patient. Et clairement, il y a une méthodologie clé qui est mise en avant. Donc, le rapport 1, comme vous le voyez, ben, c'est 48%, lancé en juin 2019. Rapport 2, c'est le cash les sociétés numéro 2, donc Est-Ouest, avec des entités comme Tencent, Alibaba, Square, PayPal. Donc PayPal était dans le premier rapport, et d'autres cryptos. Elle a une performance de 68,4%. C'était lancé en septembre 2019. Rapport 3, l'infrastructure high risk. Donc là, c'était les compagnies qui opèrent, enfin, qui mettent sur pied l'infrastructure BTC. Et donc là, c'était lancé en février 2020, donc une performance de 310%. Donc il y a des compagnies qui ont des performances de plus de 1000%. Donc des choses qui sont super, super, super intéressantes et très risquées vu que ce sont des compagnies qui viennent de se lancer. C'est pas Apple, mais clairement, si les cryptos remplissent leurs promesses, du moins BTC, ces compagnies se porteront bien parce qu'elles sont en première ligne et c'est elles qui mettent sur pied l'infrastructure. Ensuite, le quatrième rapport, infrastructure 2, c'était lancé en mai 2020, performance de pratiquement 370%. Le cinquième rapport, c'était Bitcoin, donc là, des US au Japon, donc l'infrastructure centralisée. C'était lancé en août 2020, il y a déjà une performance de 13,7%. Rappelez-vous, avec les plus mauvais points d'entrée, donc le point d'entrée au marché, donc le point le plus haut que l'on a pris. Et le sixième rapport qui était lancé à peine un mois, là encore une fois, novembre 2020, performance de pratiquement 15%. Donc voilà en gros ce qui est fait. Comme je vous le dis, on a pris les plus mauvais points d'entrée. Parce que moi, personnellement, avec cela, vu que bien évidemment, ce sont les idées que je mets sur pied, que je génère, et on va dire je suis le premier à en profiter, les retours ont été excellents, on est entre 250 et 300% minimum. Donc là, c'est super bien. Rappelez-vous, hein, c'est un rapport, oui, ça peut être de la chance, deux, non. Vu qu'il y a il y a tout un système qui est mis sur pied et toute une manière de faire les recherches et clairement qui nous permettent de décortiquer ça. Donc il y a beaucoup de recherches. Donc le modus operandi est le suivant, c'est recherche, génération d'idées, il y a une thèse, il y a une analyse fondamentale, qualitative et technique, horizon bien défini, et ensuite on est focus. Focus c'est quoi? On gère. Donc dès que, boum, on voit que l'actif a chuté de autant, on réanalyse l'actif. Est-ce que la thèse principale a changé? Si le point est non, clairement on en profite. Donc la chute des prix pour nous, c'est faire les soldes. Donc là, j'en parlais, donc vous pouvez regarder dans le canal public et sur la page web, on a notre première thèse pour les premiers VAM. Pourquoi on le lançait? Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu une extension du cycle business, on arrivait à la fin et il y avait quelque chose qui allait se passer. Les systèmes dans lesquels on est depuis 71, donc depuis l'abandon du patron or et qui est géré par les banques centrales, on est dans ce qu'on appelle des phases de boom-bust cycle. Donc il y a des cycles qui sont créés de 5, 7 à 10 ans. Donc tous les 5, 7 à 10 ans, il y a il y a une méga correction du système, on va dire un méga recette, donc un crack. Et clairement, là, c'est une opportunité pour ceux qui savent en tirer parti.
Donc en gros, bah, c'est ce qu'on a fait et voilà ce qui se passe. Donc ça c'était pour le cashless 1 et 2. Et ensuite maintenant, bah, tiens, il y a eu encore d'autres retombées avec ce qu'on a pu avoir bah, entre février et mars. Mais après cela, on est dans une toute autre phase. On est probablement dans les débuts d'un bull market, même pas, on est déjà dans un bull market. Maintenant, c'est gérer cela. Donc là, rappelez-vous, hein, c'est ce côté flexible, être flexible, avoir la bonne lecture, interprétation des datas et clairement jouer le jeu, enfin jouer le marché et en tirer avantage. Ok. Donc là, je tiens à répéter que ça, c'est pas une recommandation d'investissement, donc faites super super attention et comment dirais-je, ce qui a été fait, c'était fait pour une raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah tiens, c'était anticipé. C'est pas une fois que le prix atteint 20 000 qu'on parle de 20 000. Ça m'intéresse pas. On n'en a absolument rien à faire que tu me dises, ah tiens, le BTC atteint 20 000. Non, dis-moi ce qu'il fallait faire 3 mois avant d'arriver aux 20 000. Et avec toute la, comment dirais-je, toute la structure de ton idée et de ta thèse. Et ça, c'est ce qui est fait au sein des VAM. Et comme je l'ai dit, ben, vous pouvez aller au GCTUM, il y en a un qui est mis en avant. D'autres data, on va dire pour parler un peu de notre année. Au 15 décembre 2020, bah, le GCTUM a publié plus de 350 vidéos quotidiennes, donc nos fameux Block News qui maintenant sont rebaptisés Focus, et c'est ce qu'on va faire à partir de 2021. Enfin, on a déjà commencé, on fait la transition. Donc, c'est une vidéo par jour, donc une année à 365 jours. Donc, il nous reste encore 15-16 vidéos, vu que de temps en temps, il y a des bonus, et donc en moyenne, c'est 1 heure. Donc là, vous faites le calcul vous-même. Donc, il y a près de 360 heures de vidéos qui sont là, et ça fait partie de nos services. Deuxième point, on a nos rapports Global Blockchain Research, donc les fameux GBR, ce sont des rapports trimestriels, donc Q1, Q2, Q3, Q4. Au total, on a plus de 30 heures de rapports, donc là il y a 4 vidéos par rapport, donc c'est en moyenne 2 heures à 2 heures de vidéo, donc vous faites x4, 2 heures, 2h30, donc on a facilement 8 à 10 heures de vidéo, accompagné de PDF, donc là c'est quoi, une histoire de 200 slides, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà en gros ce que c'est, et on fait ça chaque trimestre. Ensuite, on a nos rapports VAM. Donc là, vous avez vu les performances des rapports VAM. Donc cette année-ci, on en a fait 4, on en fait 4 par an, un chaque trimestre. Et donc là, encore une fois, ben, il y a plus de 30 heures de rapport, 200 slides et les vidéos en moyenne. Le rapport, c'est entre 8 et 10 heures de rapport. Donc là, le dernier, je crois qu'on a battu les records, vu que là, on avait des vidéos de 2h45. Et rappelez-vous, hein, ce n'est pas une question de quantité. C'est que excusez-moi, c'est une question de thèse. Et lorsqu'on a une thèse, on doit la décortiquer. Parce que c'est ça la chose. Si vous regardez les rapports, il y a très peu d'analyse technique. Nous, on est basé fondamentaux et on est basé sur la thèse. Parce que c'est la thèse qui clairement nous montre est-ce que cette idée a de la longévité. Donc clairement le côté élastique de l'idée. Si je veux jouer la spéculation, il y a beaucoup de bruit dans les marchés, il y a beaucoup de noise. Donc là, ça monte, ça descend, on ne sait pas ce qui se passe. Avec les fondamentaux, c'est notre base. C'est vraiment c'est ça, les fondamentaux, c'est notre fondement, c'est notre ciment. C'est solide, ça. Et maintenant, bah, clairement, on profite de la volatilité et bien évidemment, bah, on va étendre au maximum comment dirais-je, les résultats. Donc, on va réellement bah, générer du rendement sur du très, très, très long terme. Donc là, c'est la vision qu'on a, c'est minimum une vision de 5 ans. Donc c'est du capital passif, mais c'est en 5 ans qu'on peut faire des méga retours. Donc pensez tout simplement, voilà, si on reste crypto, on reste Bitcoin, investir dans le BTC dès ses débuts. Donc imaginez-vous avant le méga boom. En 2020, remontant en 2015, le BTC avait atteint un bas de 150 dollars après avoir atteint un pic de 1200 dollars. Et il a chuté aux 180, 150 dollars plus ou moins. Donc imaginez-vous être investi dedans et attendre 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, vous serez parmi les investisseurs les plus heureux du monde. Mais il faut être prêt à encaisser la volatilité, mais savoir pourquoi on est dedans. Donc en 2015, j'avais une thèse, j'investis dans le BTC. En 2013, je revois ma thèse avec la volatilité. Est-ce que la thèse du BTC a changé? Non. En 2017, est-ce que la thèse du BTC a changé? Non. En 2018, non. 2019, non. 2020, non. Et c'est réellement en 2020 que ça fait un boom. Tout le monde maintenant est d'accord sur cette thèse. La thèse que moi je voyais en 2015, dans le cadre où je me serais investi dans le BTC en 2015, mais Satoshi avait déjà dit ça depuis 2009. Donc ça fait 11 ans que la thèse n'a pas changé. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Maintenant, on est dans une phase où, j'ai bien dit peut-être, les choses pourraient s'accélérer. Tout simplement, c'est ça. Maintenant, opérer comme d'autres actifs, il y a des phases, il y a des hauts et des bas, donc il y a de la volatilité, il faut savoir en tirer parti. Mais c'est très important d'avoir une thèse. Pourquoi je suis investi dedans? Est-ce que je comprends ce dans quoi je suis investi? Voilà ce qu'on fait dans nos rapports. Et ensuite, on a lancé en mars, on a lancé le P Next Level, donc le Premium Intelligence Next Level. Il y a déjà plus de 200 vidéos qui ont été faites, donc nos Market Intel Recap que l'on fait tous les jours à la clôture des marchés. Donc là, c'est l'aspect global, macro, géostratégique, géopolitique. Et avec cela, il y a encore d'autres segments. Il y a les VMC, donc les vidéos modules constitués qui sont disponibles dedans. Et on a aussi ce qu'on appelle les 45 degrés de connaissance, où on parle de pas mal de bouquins. Il y en a pas mal. J'en ai sélectionné, on va dire, une quarantaine
qui couvre certains points qui ont été vus dans les vidéos modules de consulting, mais là ça nous permet d'aller bien plus en profondeur. Mais ici c'est quoi? C'est des bouquins que j'ai sélectionnés soigneusement. Donc c'est des bouquins écrits par des personnes qui ont opéré au plus haut niveau. Donc des hedge fund managers, des ci, des ça. Un exemple Peter Lynch de Magellan Funds, de Fidelity, qui avait généré des méga retours et pas mal de personnes comme ça. Donc c'est super intéressant et de mettre en avant ce qu'ils font et des petits trucs. Et ça peut nous permettre de nous constituer nous aussi et de continuer à grandir, vu qu'un participant au marché que je suis est un éternel étudiant. Personne ne peut se dire ah je domine le marché, je sais plus que tout le monde, rien du tout. Tous ceux que moi j'ai vu, que j'ai l'occasion de connaître encore aujourd'hui, qui sont dedans, ils sont toujours en train de bosser, ils sont toujours en train d'apprendre, toujours aller là, conférences, séminaires, apprendre ci, ça, et voilà. J'ai eu l'occasion, il y a eu quelques années, c'était en 2017, de rencontrer le PDG d'UBS Spain, et je l'ai rencontré dans le cadre d'un séminaire parce qu'il venait de finir un master. Et je lui ai posé comme question, wow, vous êtes la meilleure boîte cette année-là. C'était ceux qui faisaient les meilleurs rendements au niveau d'opérations dans les marchés. Et il disait que ça ne voulait absolument rien dire. Il a toujours besoin d'aller de l'avant. Parce que c'est une compétition sans fin. Donc si lui, qui est PDG d'une méga boîte comme UBS, est là et continue à s'instruire, vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Moi, qu'est-ce que je devrais faire? Okay, donc c'est ultra important. Donc posez-vous la question, faites votre rétrospection et regardez qu'est-ce que vous voulez achever en 2021. Donc 2020, JCTUM a fait son année. Donc là, vous pouvez venir voir ce qui se passe. On a les exclusive consulting qui ont été lancés. Ce que vous voyez à l'écran, on a une séance qui était offerte, donc une séance qu'on a rendue au public, qui est disponible en intégralité, voir clairement comment on fait, quel est notre modus operandi, comment on opère. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, on a le YomNote Solution, donc là c'est une solution qui s'appelle Intelligent and Objective Management of Data, donc c'est ça le symbole. Et tout simplement c'est quoi? Bien utiliser les données. Donc clairement les méthodologies, comment on fait et comment on opère, et avec différents types de profils. Une chose qui est très importante, comme vous voyez les rapports VAM, c'est pas de la spéculation. Les rapports VAM c'est de l'investissement à long terme, 5 ans minimum. Donc clairement il faut savoir qui on est. Parce que lorsqu'il y a de la volatilité, ça monte et ça descend, on doit être capable de l'encaisser. Okay, de vivre avec et de dormir avec. Et d'un autre côté, d'autres personnes peuvent avoir un autre profil. Donc c'est super important de ne pas vous tromper dès le début, parce que ça va vous éviter pas mal de catastrophes et pas mal de problèmes. Okay, vous allez savoir clairement pourquoi vous faites les choses que vous faites et pourquoi vous prenez part à telle ou telle opération. Et donc là, par rapport au YomNode, en allant sur la page du www.jctum.com, comme vous voyez, on a mis en avant deux types d'analyses et il y a un mini-cours. Quand je dis mini-cours, c'est quoi? C'est les séquences OVS que j'ai faites pour ceux qui sont en interne. Donc ça a été fait, je crois, durant l'été. Et on a pris, je crois que sur 8 séquences, on a pris 4 séquences qu'on a mis en live. Donc là, il y a quoi? 4-5 heures de vidéo. Et donc là, vous pouvez regarder cela pour voir la méthodologie et ce à quoi on pense. Et OVS, c'est spécifiquement axé, on va dire, spéculation et qu'est-ce qui est fait. Donc là, c'est spéculation lorsque les actifs sont surévalués. Donc clairement, pour trouver les opportunités de short et pourquoi shorter tel ou tel actif, qu'est-ce qui nous fait, quels sont les éléments qui nous permettent de détecter qu'un actif est surévalué et qu'il pourrait chuter et comment est-ce que je peux en tirer avantage. Même que si je ne short pas, le fait de savoir qu'un actif est surévalué et s'il m'intéresse, un exemple, un actif DeFi, s'il est surévalué, je sais que lorsqu'il est surévalué, à un moment donné, il va revenir, on va dire, les pieds sur terre. Et clairement, là, je vais en profiter. Donc, il y a toute, on va dire, une méthodologie qui a été mise en avant et on a sélectionné quelques vidéos pour pouvoir vous montrer exactement ce que c'est. Et il y a un service qui accompagne cela. Donc, ça, c'est le YomNode. Et ensuite, il y a pour voir ce qu'on fait. On a parlé de nos fameux Block News, maintenant rebaptisé Focus. Et donc, on a mis 2 séances Focus qu'on a fait en back-to-back, donc le 20 novembre et 21 novembre. Ultra intéressantes. Comme vous voyez, c'est quoi? 1h45 et 1h10. Donc, 2h55 de vidéo. Super intéressant à voir, comme ça vous voyez ce qu'on fait au quotidien et dans tous les fronts. Donc vraiment macro, tout actif. Et on est là, on est dedans, vous pouvez juger vous-même si on sait ou pas de quoi on parle, enfin du moins si celui que vous voyez à l'écran maintenant devant vous, s'il sait de quoi il parle ou pas. Et de toute façon, voilà, donc vous avez vu les performances qui ont été faites. En 2021, je serai là pour faire encore pareil. Et ceux qui sont avec nous, ils vont nous accompagner. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qui nous met la pression pour toujours délivrer de l'excellence et de la performance et aller de l'avant. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc là, notre but à nous, c'est l'Intel. Donc c'est consulting, recherche et information de marché. Voilà comment on fait. Donc là, vous avez un mail, donc business@jctum pour tous ceux qui aimeraient rentrer en contact. Donc il y a pas mal de personnes qui ont écrit. Donc là, vous excusez si les réponses arrivent en retard. Donc il y a beaucoup de choses à faire au quotidien, comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas une raison. On doit revenir vers vous et on le fait. Et d'un autre côté, il y a un numéro de téléphone en dehors du bureau du lundi au vendredi de 10h à 20h de Paris. On est là et je serai ravi de pouvoir parler avec vous et de répondre à vos questions.
Donc voilà en gros ce que c'est, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc un grand merci à vous tous. C'était une méga année. Donc voilà, en termes de business, en termes de performance, l'année était super excellente. Donc voilà, donc, dans quel cadre dans lequel on est là en boss, on fait ça au quotidien. Donc c'était ultra cool. Et en 2021, on va répéter la même chose. Donc bah, prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. Malgré la situation, on est toujours là. Il faut rester motivé. Ouais, que là, il y a toujours quelque chose à faire. DC Team, il y a tellement de choses à faire qu'on ne voit pas le temps passer. Au contraire, j'ai pas assez de temps. Mais là, voilà, je fais une vidéo. Il est quelle heure là? Il est 4 heures du matin. Donc voilà, on est là. Il y a encore pas mal de choses à faire, hein. J'ai encore de la lecture à faire. J'ai encore étudié. Donc voilà, parce qu'il faut étudier. C'est pas fini. 2021, c'est un gros challenge. On va relever ce challenge et on est là. Donc voilà, et puis s'occuper du business aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, tout ça, ça va être communiqué courant de l'année 2021. Il y a pas mal de choses qui vont changer et on est dedans, mais au bon moment opportun, on annoncera ce qu'il faut annoncer. Donc voilà, je fais déjà mes meilleurs vœux, hein, pour tout le monde et on se reverra en 2021 vu que là je ferai plus de vidéos sur le canal public. Donc là je suis 100% accès client, donc là, on a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place. Donc voilà, je vais profiter de l'occasion ici pour pouvoir venir devant vous. Donc un grand merci à vous tous. Le support du Jesse Team qui était apporté pour pas mal d'entre vous qui êtes là au niveau au sein de la communauté YouTube. Donc voilà, il y a toujours quelque chose, on pense toujours à vous, hein, il y a toujours quelque chose qui est là, qui est fait pour apporter de l'intel et partager cela en communauté. Donc c'était super génial. Et pour tous ceux qui sont en interne au Jesse Team, voilà, rendez-vous au quotidien. Et 2021, c'est une année on va encore aller encore plus fort. Si cette année-ci on a fait quoi, pratiquement 200%, enfin moi personnellement, mais on va dire là, vous avez vu les performances qui sont faites, on va faire la même chose. Je vais finir par ce point. Vous voyez qu'il y a une chose qui est clé. Je peux rentrer dans le DeFi, avoir un actif, faire 1200%, mais est-ce que c'était de la chance ou c'était parce que c'était dans une phase de buzz et que tout était en train d'être super haussier? La question que vous devez vous poser, est-ce que ce que j'ai fait ça parce que c'était un coup du hasard, c'était de la chance ou c'était le boom du moment, mais est-ce que je peux refaire ça l'année d'après? Ouais. Pour ceux qui me connaissaient, je suis là depuis très longtemps. Moi, j'ai opéré depuis l'ancienne crise, donc 2008-2009, et j'attendais ce qui se passe maintenant avec impatience. Quand je dis ce qui se passe, c'est cette méga chute des marchés pour faire les soldes. Ça a été fait, et en même temps, au fur et à mesure des temps, on s'est mangé des claques dans le marché, mais ça nous a permis d'être bien plus fort et de continuer à bosser. Comme vous voyez ici, ça bouquine, on n'arrête pas de bouquiner, on est là, on taffe, on veut toujours aller de l'avant, générer de la performance. On n'a pas le temps de célébrer ce qu'on a fait, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Ce que je voulais dire, c'est lorsque vous faites cela à 1200%, je ne sais combien était l'actif ou NEM ou je ne sais qui est monté, est-ce qu'en 2021 vous allez pouvoir faire la même chose? Question d'abord, est-ce que là on est en 2020, est-ce qu'en 2019 c'était le cas? Que vous soyez trader, investisseur, peu importe. Est-ce qu'en 2018 c'était le cas? Est-ce qu'en 2017 c'était le cas? On va dire 2017, vu que c'est là que tout le monde a connu les cryptos. On va rester crypto. Est-ce que vous étiez dans le vert en 2017? Est-ce que vous étiez dans le vert en 2018? Est-ce que vous êtes dans le vert en 2019? Est-ce que cette année-ci, vous allez finir, comme vous le voyez, vous pouvez dire, tiens, je clôture toutes mes positions, je suis dans le vert cette année-ci. Et surtout, le plus important, est-ce que vous serez dans le vert en 2021, en 2022, en 2023, 2024 et jusqu'à la fin du monde? Ça, c'est la grande question qu'il faut vous poser. Ok. Moi, je vous dis, moi, je ferai partie de cela. On aura un portefeuille qui sera dans le vert. Il y aura du rouge, mais la majorité de ce qu'on aura sera en vert. Pourquoi? Parce qu'on est là, on est focus pour cela. Ok, on se prépare pour ça. On est là à 4 heures du matin pour ça. Ok. Donc voilà, courage à vous tous, bonne fête de fin d'année, bonne année en avance, et on se retrouve en 2021. Ciao tout le monde, bye bye.